Cette nouvelle stratégie, elle commence et elle est présentée avec une phrase clé, c'est la nécessité d'avoir une stratégie qui réponde aux besoins de renforcer l'autonomie industrielle et stratégique de l'Union européenne. Et je crois que ça c'est très très important, l'autonomie industrielle d'une part, parce que l'industrie en Europe c'est 20% du PIB européen, c'est 35 millions d'emplois, c'est 80% des exportations européennes, donc c'est quand même un secteur d'activité extrêmement important, mais c'est aussi un secteur d'activité qui a très fortement décliné. Il faut savoir que le secteur industriel en Europe, Europe de l'Ouest à cette époque-là, au début des années 80, c'était quasiment 40% du PIB de l'Union européenne, donc c'était le secteur le plus important. Et c'est un secteur d'activité qui, depuis 150 ans, 200 ans, a traditionnellement été un secteur de développement. Donc on a ces deux aspects, la nécessité de préserver ce secteur et la nécessité de stopper l'hémorragie qui a lieu depuis plusieurs décennies et qui fait que ce secteur est délocalisé partout ailleurs sur la planète. Donc ça, c'est la dimension industrielle. Et dans la dimension stratégique, ce qui est exprimé, c'est le contexte actuel. C'est un contexte actuel où, au fond, alors que les Européens se sont engagés dans un libre commerce, à respecter un certain nombre de règles d'équité dans les relations économiques qu'ils entretiennent avec le reste du monde, il y a un constat qui est fait d'une dimension plus géopolitique de ces échanges internationaux, de ce commerce international, et le soutien qui est accordé à certaines entreprises dans d'autres régions du monde. On pense bien évidemment à la Chine en priorité, mais on pourrait également pointer du doigt les États-Unis. Donc cette stratégie industrielle, elle se positionne véritablement comme ça. Il faut juste savoir que c'est la 6e stratégie industrielle rédigée par et adoptée par la Commission européenne ces 15 dernières années. Donc ce n'est pas un premier exercice, ce n'est pas un premier essai. Reste à voir si celle-là sera différente. Il y a quelque chose qui est assez frappant quand on commence à lire cette stratégie, qui n'est pas très longue, elle fait 17 pages. Dans les 10 premières lignes, il y a 3 mots qui apparaissent et qui paraissent fondamentaux quand on lit la suite de cette stratégie. Premièrement, c'est la dimension sociale, avec la prise de conscience qu'il y a une revendication sociale extrêmement forte qui s'exprime par la montée des populismes, qui s'exprime par les mouvements sociaux, qui s'exprime par un certain nombre de contestations également. Et la volonté de cette stratégie, c'est de construire une industrie, de reconstruire une industrie et de construire une Europe demain beaucoup plus inclusive. Le mot n'est pas employé dans la stratégie inclusive, mais c'est quelque chose qui revient souvent dans les discours de l'Union européenne depuis quelques années. Donc ça, c'est le premier mot, social. Et il apparaît dans les 5 premières lignes de la stratégie, alors même qu'on pourrait se demander ce que vient faire le social dans une stratégie industrielle. Donc c'est l'un des tout premiers mots de cette stratégie. Les 2 autres mots qui sont très importants, et là dans les 10 premières lignes de la stratégie, c'est la question d'un changement vers la neutralité climatique. Donc on retrouve l'objectif du pacte vert de l'Union européenne de conduire la transition de l'économie européenne vers la neutralité climatique. Et puis le 3e mot, c'est la question du leadership, et là le leadership qui est appliqué au numérique et dont on fait un parallèle entre leadership numérique et la souveraineté de l'Union européenne. Et là on a vraiment les 3 axes de cette stratégie. C'est construire l'Europe de demain en assurant le changement, la transition vers le changement climatique et la neutralité climatique, en assurant également un positionnement de leadership numérique à l'Union européenne, mais tout en préservant le modèle social qui a parfois été mis à mal ces dernières années du fait des politiques budgétaires restrictives et des critères de convergence de la zone euro en particulier. Donc voilà un petit peu le cadre et le cœur. Est-ce qu'on ira jusqu'au bout de cette stratégie? Eh bien, l'avenir nous le dira. Il est rappelé dans cette stratégie industrielle la volonté de la Commission qui vient de se mettre en place de s'adapter dans un monde géopolitique, d'une commission géopolitique. Et ça, c'est réitéré parce que c'est extrêmement important, c'est la volonté de faire de l'Europe une Europe puissance, mais aussi une Europe souveraine. Il y a plusieurs atouts qui sont soulignés dans cette stratégie. Les 2 principaux que l'on peut noter, c'est premièrement le marché unique, le fait qu'au fond, l'Union européenne a été certes
une intégration essentiellement économique, mais qu'elle a permis de constituer un marché unique, qui est un marché conséquent, un marché important, qui peut donc attirer des investisseurs, parce que sur ce marché, il y a de la prospérité, il y a de la consommation, il y a également de la production et des entreprises. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis c'est surtout un marché sur lequel on circule relativement librement. Donc l'idée de cette stratégie européenne, cette stratégie industrielle, c'est vraiment de s'appuyer sur ce marché unique et de capitaliser sur ce marché unique pour attirer les investisseurs et pour relancer l'industrie. Le deuxième atout de l'Union européenne qui est mis en avant dans cette stratégie industrielle et sur lequel la stratégie industrielle veut s'appuyer, c'est le pouvoir normatif de l'Union européenne. C'est que l'Union européenne est aujourd'hui, et on le voit très clairement avec la difficulté qu'on a à négocier une relation future avec le Royaume-Uni et à détricoter tout le cadre normatif que l'Union européenne a proposé au Royaume-Uni pendant des années, eh bien l'Union européenne, c'est une grande partie de nos réglementations aujourd'hui, des réglementations qui sont harmonisées entre les pays, c'est bien évidemment le principe de base du marché unique, mais des réglementations qui font aussi que sur cette grande zone, sur ce grand marché que constitue le marché européen, vous avez des règles qui sont partagées par tous, qui sont respectées par tous, et qui font que c'est une zone de concurrence certes, mais de concurrence équitable et réglementée. Et ça, avec en plus des choix de règles qui sont assez éloignés de ce qu'on observe dans d'autres pays. Si on prend par exemple le RGPD européen qui vise à protéger le consommateur, la protection du consommateur étant un principe de base de ce cadre réglementaire européen, protéger le consommateur contre des entreprises du numérique qui voudraient exploiter les données qu'elles captent via les réseaux sociaux, via toutes nos connexions en ligne. On n'est pas du tout dans cette logique aux États-Unis ou en Chine, où à l'inverse, la protection du consommateur passe loin derrière les enjeux de sécurité nationale ou les enjeux de contrôle de la population pour ce qui concerne certaines de ces zones. Donc, il y a vraiment ces deux atouts et véritablement la stratégie industrielle vise à s'appuyer sur ces atouts. Il y a un certain nombre d'annonces qui sont faites d'ailleurs, c'est la volonté de réviser la politique de la concurrence, à la fois les règles de fusion et d'acquisition pour faciliter le rapprochement et le regroupement d'entreprises européennes, mais également les règles qui gèrent et qui régulent les aides d'État aux entreprises. Et là, il y a même une date qui est annoncée pour la réforme de ces aides d'État, c'est 2021. Sont annoncés également des instruments visant à favoriser la réciprocité. La réciprocité, c'est le fait que nous, Européens, on respecte un certain nombre de règles à l'international, que nos marchés publics sont ouverts à des entreprises étrangères et que on va peut-être conditionner ça dans les années qui viennent au fait que les étrangers, les États étrangers ouvrent aussi leur marché public aux entreprises européennes. Donc ça, c'est annoncé très clairement. Il y a un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui doit être mis en place en 2021. Grosso modo, on peut considérer que c'est une taxe carbone, c'est qu'on compensera une importation qui serait moins disante en matière d'émissions de CO2, qui émettrait beaucoup plus de CO2 que ne l'exigent les règles européennes, et donc qui pénalise finalement la concurrence en Europe, qui pénalise les entreprises européennes qui respectent des règles beaucoup plus strictes. A priori, ce sera compensé aux frontières et ça permettra de rééquilibrer l'ajustement. Et il y a également une stratégie d'innovation qui est annoncée, une stratégie d'innovation industrielle pour accompagner à la fois la transition vers une économie décarbonée, une économie qui est très peu émettrice de CO2 dans le cas du pacte vert, mais également une économie où les valeurs du numérique et les innovations numériques sont en pointe dans l'Union européenne. Donc ça c'est le cadre et le contexte, c'est ce qui doit nous permettre de peser face aux autres grandes puissances et de positionner l'Europe comme une puissance économique et une puissance politique et géopolitique. Alors simplement, on peut se permettre de souligner un certain nombre de limites et de lacunes qui aujourd'hui peuvent handicaper cette stratégie industrielle. La première d'entre elles, c'est le fait que cette stratégie industrielle, elle propose un certain nombre d'évolutions, un certain nombre de changements qui malgré tout questionnent sur la politique de la concurrence telle qu'elle est menée au sein de l'Union européenne. Alors on nous annonce une réforme de cette politique de la concurrence dans les mois qui viennent. Reste à savoir jusqu'où pourra aller cette réforme. Dans l'état actuel des choses, la stratégie industrielle telle qu'elle est annoncée est difficile à
mettre en œuvre parce qu'elle va en contradiction sur certains points avec la politique de concurrence de l'Union européenne qui, rappelons-le, est quand même l'un des piliers originels de la construction européenne. La deuxième limite, c'est sur la question de la concurrence et de l'ouverture. On parlait tout à l'heure de ce mécanisme d'ajustement aux frontières sur les émissions de CO2. Il est très clair que là aussi, il y a un certain nombre de règles de ce type qui peuvent être très discutables et discutées pour ce qui concerne les principes de base d'ouverture et de concurrence de l'Union européenne. Et enfin, le point le plus compliqué, le point le plus difficile, c'est la question du budget. C'est qu'une stratégie industrielle avec une telle ambition a somme toute un coût assez important. Or, pour l'instant, aucun budget n'est annoncé, aucune enveloppe financière n'est annoncée pour cette stratégie. Et on l'a vu la semaine dernière, bien, il a été impossible pour les États membres de se positionner sur une feuille de route budgétaire. Donc, on se rend compte que cette question divise très, très, très fortement les Européens, ce qui laisse à penser que les moyens mis à disposition de cette stratégie resteront extrêmement limités. Enfin, il y a un dernier aspect qui n'est pas évoqué et ce qui est assez étonnant, c'est que on a vu au moment de la crise de 2008 et surtout de la crise de la zone euro en 2010 que, au fond, la crise de la zone euro, la crise, ce qu'on a appelé a posteriori la crise grecque, elle vient aussi du déséquilibre qui s'est creusé entre les régions très industrielles et qui attirent les capitaux étrangers et qui, depuis la mise en place de l'euro, ont encore plus attiré les capitaux étrangers, et les régions qui, à l'inverse, relativement peu industriels, ont perdu de l'investissement au profit de ces régions. Et grosso modo, l'Europe, la zone euro se divise entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et il est bien évident que une stratégie industrielle qui se voudrait inclusive, qui voudrait avoir une dimension sociale et sociétale également, elle devrait peut-être prendre en compte ces déséquilibres, peut-être essayer de rééquilibrer l'attractivité industrielle des pays du Nord au profit d'une plus grande attractivité industrielle des pays du Sud. C'est une condition sine qua non à la survie de l'Union européenne dans les années qui viennent, et c'est aussi une condition extrêmement importante pour faciliter la cohésion sociale et éviter la prochaine crise de la zone euro telle qu'on l'a connue il y a quelques années. Donc ça, ce sont des éléments extrêmement importants et qui ne sont pas du tout abordés dans cette stratégie industrielle. Normalement, dans la logique qui est celle de la Commission, depuis quelques mois d'ailleurs, c'est pas juste cette nouvelle Commission, c'était déjà le cas de la Commission Juncker, il y a véritablement la volonté de mener en parallèle, de revigorer et de soutenir l'industrie européenne et de l'accompagner dans la transition digitale, donc les technologies du numérique qui est en train de s'annoncer, pour repositionner l'industrie européenne à la pointe en fait des industries dans le monde, et dans le même temps d'exploiter cette innovation dans le digital, dans les technologies du numérique, au service de la lutte contre le changement climatique. Donc ce double objectif devrait théoriquement être compatible, et l'objectif, c'est véritablement de la stratégie industrielle, c'est véritablement de les rendre compatibles, de concilier ces deux objectifs, l'un n'allant pas sans l'autre. Simplement, il est bien évident qu'on se trouve confronté à un certain nombre de limites qui pose un certain nombre de questions auxquelles on devra répondre dans les prochains mois. C'est que le pacte vert, la lutte contre le changement climatique a un coût très important, et de la même manière, l'investissement dans l'innovation et les nouvelles technologies du numérique aura également un coût très important, et pour le moment, les budgets européens qui peuvent être mis à disposition de ces deux enjeux sont relativement limités, sont très inférieurs à ce qu'on pourrait attendre de telles ambitions. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est aussi les différences qu'il peut y avoir, les divergences qu'il peut y avoir de point de vue entre les États, parce qu'il est bien évident qu'il n'y a pas une ligne toute tracée sur la transition digitale au service de la transition climatique, et que comme d'habitude, chaque État va essayer de défendre ses points forts, ses avantages comparatifs, ses industries et ses intérêts nationaux, et ils auraient tort de ne pas le faire,
faire et que ça risque de compliquer la tâche de la Commission européenne que d'imaginer une stratégie qui serait suivie par tous, acceptée par tous. On n'a pas encore de visibilité sur cet aspect-là, mais il est clair que ça va être compliqué de trouver un juste milieu et de proposer une trajectoire qui soit acceptée et à laquelle tout le monde adhère.